On poursuit cette quotidienne avec l'effroyable meurtre de Debia, une mère de famille de 43 ans, originaire d'Algérie. Cette maman de 4 garçons, âgés de 2 à 19 ans, subissait depuis des années la violence physique et psychologique de la part de son mari, Mehdi. Si bien que les enfants du couple sont rapidement placés en foyer. Mais ce jour-là, la quadragénaire décide de mettre à la porte son bourreau. Et cette décision va rendre l'homme fou de rage. Et la violence de Mehdi va monter d'un cran. Il va alors tendre un véritable piège à son épouse. Le matin du 16 octobre, fortement alcoolisé, il se fait passer pour le fils aîné de la fratrie. Et Debia lui ouvre la porte sans se méfier. Elle se retrouve alors face à Mehdi qui a un couteau à la main. En un instant, il se jette sur sa femme et la poignarde pendant plusieurs minutes. Au total, l'homme assène 44 coups de couteau à la mère de ses enfants. Le petit Rachid, 5 ans, qui ignore tout de la situation, est alors envoyé en Algérie avec ses frères, mais aussi avec le cercueil de sa mère. Sur place, il est hébergé par sa grand-mère et sa tante et il va subir la violence quotidienne de la rue. Mais Rachid ne va pas tarder à découvrir la vérité. C'est bien son père qui a tué sa mère. Nous sommes à Nice, dans les Alpes-Maritimes, au sud de la France. C'est ici que vit Rachid, 5 ans, avec ses 3 frères, âgés de 2 à 19 ans, et ses parents, Debia et Mehdi. Mais derrière les apparences, la fratrie vit un véritable enfer. Debia, la mère de famille, subit au quotidien les assauts de Mehdi, son mari, qui s'avère être un véritable tyran domestique. Et régulièrement, le petit Rachid assiste à de violentes disputes entre ses parents. En 1978, dans un accès de rage, Mehdi assène 3 coups de couteau dans le ventre de Debia. La mère de famille reste hospitalisée 3 semaines et ses fils sont alors placés en foyer. Mais une fois rétablie, Debia décide de pardonner à son bourreau et elle revient auprès de son mari pour revoir ses enfants. Pourtant, la violence continue et la situation du couple est de plus en plus précaire. Ils vivent sans électricité, sans gaz et se nourrissent très peu. En 1982, Mehdi menace à nouveau Debia avec un couteau. Cette fois, la femme de 43 ans porte plainte et décide de mettre son mari à la porte de leur domicile. Mais l'homme ne l'entend pas de cette oreille. Et le 16 octobre, la violence de Mehdi va monter d'un cran. Ce jour-là, le père de famille va tendre un véritable piège à sa femme. Fortement alcoolisé, il sonne chez elle en se faisant passer pour leur fils aîné, alors âgé de 19 ans. Debia ouvre la porte et tombe, incrédule, sur Mehdi, qui tient un couteau à la main. La mère de famille n'a pas le temps de réagir. Mehdi se jette sur elle et la poignarde sauvagement à de nombreuses reprises. Au total, Debia recevra 44 coups de couteau. Un voisin, alerté par les cris, s'empresse de prévenir les autorités. Et quelques instants plus tard, c'est au tour de Mehdi de téléphoner à la police pour se rendre. Dans la foulée, il est interpellé dans un bar où il était réfugié. Dès lors, le petit Rachid et ses 3 frères, placés dans un foyer et qui ignorent tout de la situation, se retrouvent orphelins. Moi, je dis qu'il n'a pas fait un seul assassinat, il a fait 5 assassinats. Les 4 enfants sont en effet privés de leur mère à cause de la folie meurtrière de leur propre père. Au décès de ma mère, on a été renvoyé avec elle en Algérie, avec le cercueil. Sur place, ils sont pris en charge par leur grand-mère maternelle et par leur tante, malvoyante. Pendant des années, Rachid et ses frères vont errer dans les rues, livrés à eux-mêmes. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Rachid. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous. Merci sur de ce m'avoir plateau. invité. On va raconter votre histoire qui est
au fond aussi l'histoire d'une prise de conscience qui est très récente, et vous allez nous en parler dans un instant, mais je voudrais qu'on revienne sur votre enfance, parce que dès le début, finalement, vous arrivez dans cette famille avec un père et une mère où la violence est très présente. Je crois que dès l'âge de 3 mois, vous en souvenez pas bien évidemment, mais dès l'âge de 3 mois, vous allez être placé parce que votre père poignarde une première fois votre mère. 2-3 coups de couteau, oui. Donc on a été placés dans une pouponnière. Mes 2 grands frères, ils étaient placés en foyer. Et mon père en prison, et ma mère à l'hôpital pendant des semaines. Et après, et elle trouve le moyen de lui pardonner. Vous comprenez ce pardon aujourd'hui, avec le recul? Je crois qu'elle a fait ça pour nous, surtout. Vous étiez 4 garçons. Hein. 4 garçons. Elle lui pardonne, il revient, et jusqu'au drame, quand il va la tuer. Vous avez quel souvenir de cette vie, en fait, dans cette famille, même si vous étiez très petit, mais vous avez des images, vous avez des flashs de ce qui se passait dans votre jeunesse? J'ai eu une enfance très traumatisante, quoi, donc pas trop de souvenirs. Il y avait une violence, vous vous souvenez de cris, de choses comme ça? De cris, je me souviens quand on passe, on habitait un studio, à 6 dedans. Quand je passe, je fais ça pour ne pas voir ma mère, mon père. J'ai des flashs comme ça, vagues. Ou quand je sors en bas de la placette dans le Vieux-Nice pour remplir le seau d'eau, parce qu'on n'avait pas d'eau à la maison, quoi. Votre père va tuer votre mère de 44 coups de couteau. 44. Dont un qui était fatal. Vous, à 5 ans, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas à ce moment-là que c'est votre père. Enfin, en tout cas, pas consciemment. Vous ne savez pas que c'est votre père qui a tué votre mère. En fait, on a été placé à la DAS le 6 septembre. Lui, il l'a tué le 16 octobre. Donc... vous êtes passé à la DAS avant, voilà. À cause de la violence, à cause de ce qui se passe dans la famille. En fait, on dirait qu'il a tout planifié. Il nous a placés. Donc ma mère était restée sans électricité, sans gaz, sans eau à la maison. Donc, et elle était vraiment vulnérable pour le passage à l'acte, quoi. Et les services sociaux et les autorités n'ont rien fait, en sachant qu'elle était sous procédure d'expulsion. Vous êtes envoyé en Algérie avec le cercueil de votre mère. Cette fois avec le cercueil, parce qu'au départ, il voulait nous renvoyer avec ma mère. Donc on lui a loué une chambre d'hôtel avec la complicité des services sociaux algériens d'ambassade. C'était la seule, comme s'il y avait que ça comme solution. Et ma mère, parce que mon père, à chaque fois, il l'a renvoyée, elle acceptait. Avec ses enfants, donc on était déboussolés, l'école ici, l'école là-bas, ils nous cassaient le rythme à chaque fois. Et donc cette fois-ci, elle a décidé de ne pas y aller. Et donc elle a fui l'hôtel. Elle est revenue malheureusement là où elle a tué, donc les services sociaux quand même ont réussi à nous renvoyer cette fois-ci, mais avec et sans ma mère, bien sûr. Avec le cercueil. Avec le cercueil. Avec le cercueil de votre mère. Son corps, je veux dire, avec et sans. Quand on a 5 ans, quand on est jeune comme ça, on s'en souvient? On se souvient de ce moment où vous repartez? Non, du tout. Je me souviens quand j'arrive au village, il y avait un monde de fous. En Algérie? Oui, j'ai cette image-là. Mais c'était... tout le monde pleurait, mais après... je vous disais, on a eu une enfance très traumatisée, donc tout s'est effacé, quoi. Ça va se passer comment après ces années au village en Algérie? En fait, on arrive... Ils ont fait croire aux autorités qu'on allait être accueillis dans une famille normale. En fait, c'était pas le cas parce que on a été accueillis dans la même maison où on vivait ma mère et mon père. À l'époque? À l'époque. Et donc il y avait là ma grand-mère maternelle qui était obligée de subir la mort de sa fille et ainsi qu'élever ses enfants. Et à côté, on avait une grande maison avec des vieilles maisons en Kabylie. Et à côté, il y avait ma tante, la sœur de mon père, qui était aveugle depuis l'âge de 3 ans, je crois. Et donc voilà, élever des garçons, plus qu'agiter une aveugle et une personne âgée, quoi. C'est quoi les conditions de vie? Je vais vous dire un exemple.
C'est faire 9 km le matin pour aller au collège et revenir. Ça fait 9 à pied, oui. Ça fait 9, 18, quoi, par jour. Bon, ça m'a permis d'être bon sportivement à l'armée quand je me suis engagé ici. Vous avez l'eau, l'électricité? Oui, on avait l'eau, l'électricité. Il y avait la charité aussi du village. Vous mangez à votre faim? Pas trop, non. J'ai pas connu la télévision jusqu'à 18 ans. On mangeait pas notre faim, non. On découvrait tous les repas chez les voisins, par exemple. Pendant ce temps, en France, votre père, lui, va être condamné pour avoir tué votre mère. Et puis, un jour, il va débarquer? Oui. Et son procès était en 83, un an plus tard. Et un jour, j'avais 12 ans, il débarque, on était tout contents, je me souviens. Il débarque en Algérie? Il débarque en Algérie. Il rentre chez nous, là où il y avait ma grand-mère. Alors 12 ans, vous vous en souvenez forcément? Vous vous souvenez de ce moment où vous le revoyez? Oui, je me souviens, il y avait 2-3 voisins. Bon, ils étaient un peu timides, les voisins, de venir l'accueillir, mais il y avait quelques-uns quand même. Ma grand-mère était partie, et il y avait sa sœur, ma tante. Je sentais que il y avait un calme, il y avait un silence de mort, quoi, à la maison, ce jour-là, ce soir-là. Parce quand ils seront en Algérie, ils seront toujours le soir, en fait. Quand il arrive, votre papa, c'est qui est pour vous? C'est qui que vous avez en face de vous? C'est votre papa ou c'est le tueur de votre maman? À ce moment-là, je n'avais pas conscience qu'il l'avait tué. Toujours, voilà, c'est pour ça. On m'a toujours dit que ma mère était décédée par accident. Donc moi, avec mon petit frère, on fouillait la valise de mon père. Elle sentait la France. On cherchait les gâteaux, les chocolats, quoi. On était tout contents que tout le monde venait nous voir. Il y avait mon père qui arrive de France, quoi. Mais... Vous n'aviez pas conscience, en fait, que c'était le meurtrier? C'était qu'après. Ouais. Alors on l'a compris, hein, Mehdi, votre père a été jugé et puis envoyé en prison, mais il faudra des années pour vous reconstruire. Et en 2009, à l'occasion du Grenelle des violences conjugales, vous prenez la décision de rejoindre le mouvement contre les violences faites aux femmes, en hommage à votre mère défunte. En France, Mehdi est jugé en 1983 devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice. Il écope de 10 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Debia. Il sort de prison en 1989, après seulement 7 ans derrière les barreaux. Il rentre alors en Algérie, rejoindre ses enfants, Rachid et ses frères, qui ont refoulé le douloureux souvenir du meurtre de leur maman, renouent avec lui. Et au bout de quelques temps, Mehdi décide de retourner en France avec son fils. Dans l'Hexagone, Rachid et ses frères tentent de se construire un avenir et d'oublier. Et alors que Rachid, devenu adulte, avait complètement enfoui ce lourd secret de famille, il va avoir une véritable prise de conscience. En novembre 2019, à l'occasion du Grenelle contre les violences faites aux femmes, il se rend compte qu'il est temps pour lui de sortir du silence. Je vous cache pas que cette histoire-là, le fait de la publier comme ça, me fait un énorme soulagement, quoi. Me remet les pieds sur terre. J'ai l'impression, avant, je me cachais, je jouais. Et maintenant, j'ai un cap, je crois. Un vrai cap, c'est ma vraie personnalité, c'est moi, c'est mon combat, quoi. Aujourd'hui, Rachid est sans nouvelles de son père, retourné en Algérie, où il aurait même refait sa vie. Il nous appelle jamais. Jamais il m'a appelé, quoi. Pour prendre des nouvelles, pour comment je vais. C'est moi qui l'appelais. Puis maintenant, d'ailleurs. Désormais, Rachid veut rendre hommage à sa mère et se battre contre les violences conjugales dont il se considère lui-même victime. Moi, je suis une victime. Apparemment, avant, il disait que les enfants sont des témoins. Non, on n'est pas témoins. Témoins de quoi? On n'a rien demandé, quoi. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers avec Rachid qui est toujours avec nous. Rachid, à quel moment vous avez pris conscience de ce qui s'était vraiment passé, que votre père avait tué votre mère de 44 coups de couteau?
Il y a longtemps, j'étais adolescent après mes 12 ans. Mais exactement en 2012, quand j'ai été à Nice, ce que j'ai toujours cherché, quand j'ai été récupérer justement ce fameux dossier des assises que... En 2012, vous allez récupérer le dossier Voilà, judiciaire. exactement. Vous avez envie de savoir Oui. ce qui s'est vraiment passé, parce que jusque-là, C'est ma vie, quoi. vous aviez des bribes, en fait, vous aviez un sentiment, J'ai eu mais un coup de personne chance. vous le disait vraiment, en fait, c'est ça. Non, tout le monde le cachait jusqu'à présent. Même quand je vais au village faire une petite enquête, comment ça s'est passé, même mes frères, celui qui avait 15 ans, il n'ose jamais parler. Il me parle comme ça des trucs sur mon père. En fait, en gros, mon père n'a jamais rien fait de positif. En 2012, vous allez chercher ce dossier, Oui, vous vous plongez dedans, oui. et là, vous découvrez que l'assassin, c'est votre père. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Eh ben, je me dis que ma mère, il faut la venger, quoi, autrement. Je veux dire, il faut porter son parole. combat. Elle avait un combat, c'est-à-dire, à chaque fois, elle est partie en Algérie, elle revenait pour nous. Je dis, il faut que je fasse la suite de son combat. Et puis, avec ce Grenelle qui était un élément déclencheur, ça m'a permis j'étais tout prêt, j'avais le dossier et tout, il y avait le Grenelle, c'était formidable, quoi. Mais en 2012, quand vous lisez tout ça, quand vous lisez les mots, on sait que les dossiers judiciaires, c'est dur en plus. Parce que c'est très dur. Voilà, C'est très il y a des mots qui sont violents, il y a pas de sentiment, en fait, dedans. Vous pensez quoi de votre père, quand vous lisez ça? Vous vous dites quoi? Je me dis, j'avais une peur d'être comme lui, quoi. D'avoir ce gène. J'ai toujours parlé avec mes proches d'avoir ce gène d'être violent, quoi. Est-ce que ça se transmet? Donc à ce moment-là, j'ai décidé d'aller consulter un psychologue. Je me suis pris en charge. Ça fait des années. Mais ce père, vous l'aimiez à ce moment-là, en 2012? Oui, Ouais. oui, bien sûr. Oui. Et est-ce qu'après avoir lu le dossier, vos sentiments ont changé? On commençait à changer, on pas changé tout de suite. J'ai été voir mon père en Algérie, je lui ai dit que j'avais récupéré le dossier, il était dans une folie noire quand je lui ai dit ça. Il m'a dit non, ils n'ont pas le droit de vous donner ça. Ah, d'accord. Donc c'était un peu comme aller fouiller dans son Jardin dans secret. son jardin secret. Donc moi je lui ai pas tout dit, mais là j'espère avec toutes mes interventions, il le saura. Il sait que vous savez. Vous voulez qu'il sache que vous savez? Oui, bien sûr. Oui, j'aimerais surtout lui parler, mais j'ai peur de lui. J'ai peur qu'il lève la main sur moi et que ça part en vrille, quoi. Vous aimeriez lui dire quoi, votre père? C'est toujours un monstre pour moi. Si vous regarde là, vous aimeriez lui dire quoi? J'ai fait un truc sur Facebook, je lui ai parlé, je lui ai dit... Et Facebook et là, c'est pas pareil, parce que là, c'est vous, quoi. C'est vous, c'est vos mots, c'est... pourquoi il n'a pas pensé à nous? Moi j'avais 5 ans, mon petit frère avait 3 ans et demi, l'autre avait 15 ans, et l'autre avait 18 ans. Pourquoi 44 couteaux, à aucun moment il a pensé à nous, quoi. Celle-là je vais la tuer, d'accord, mais et les autres? Donc c'est pour ça que je dis qu'il a fait 5 assassinats, quoi. Il y a 5 assassinats. Même si on essaye de vivre comme ça, comme j'ai dit, c'est pas écrit, mais intérieurement on est très 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 touché, quoi. On n'a pas de mère, je sais pas ce que c'est, une mère. C'est terrible. Donc, lui, il a pu refaire sa vie comme ça, comme si de rien n'était, quoi. Elle vous manque, cette mère, aujourd'hui? Ça manque, c'est c'est ce que j'avais écrit, l'image de la maman? Ça vous manque? Bien sûr, c'est le concon, quoi. C'est une mère, quoi. Je vois ma mère, la mère de mes enfants, ce qu'elle leur fait, quoi. La mère, c'est tout, en fait. En fait, il a tué votre mère, mais il vous a brisé en même temps. Et carrément. Il n'a pas pensé à nous, quoi. Soi-disant, il nous aimait, il nous a placés, mais en fin de compte, c'était pour son projet machiavélique, quoi. Dans le reportage tout à l'heure, on vous entendait dire je l'ai souvent appelé, je l'ai beaucoup appelé, lui, il nous a jamais appelé. Pour tout vous dire... Vous aimeriez un geste?
de lui, hein? Oui, bien sûr. Ah oui, oui, surtout ça qui me tue actuellement, quoi. Il n'a jamais essayé de se racheter, même, je sais pas, en m'envoyant un petit cadeau, rien, de souhaiter un anniversaire, un petit appel. Jamais, jamais, jamais il l'a fait. C'est-à-dire, c'est un mec, il est toujours dans son truc. C'est moi qui avais raison. Votre mère avait fauté, quoi. Voilà, ma mère avait fauté. En quoi? Bah, voilà. Et vous aimeriez qu'il vous appelle pour vous dire quoi? J'aimerais qu'on parle très 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 longuement, calmement, de me dire qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé dans sa tête et pourquoi il a fait ça, voilà, en tout. Aujourd'hui, vous avez quel sentiment pour ce papa? Il a un fils qui est mon demi-frère, que je ne contacte pas. Parce que j'ai peur aussi de sa réaction. J'ai pas envie de le mettre de lui dire que ton père, je l'aime pas parce qu'il a tué ma mère. Vous avez dit ton père, je l'aime pas? Vous l'aimez pas, votre papa? Non, je ne l'aime pas. Non, 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 non. Parce qu'il a continué dans sa vie, dans son délire, c'est-à-dire il nous a jamais appelé, quoi. Il nous a jamais dit je t'aime, il m'a jamais serré dans ses bras. Je sais pas s'il a du mal à s'exprimer, à exprimer son amour envers nous, mais elle est très dure votre histoire, Rachid, parce que vous avez perdu votre maman, que vous aimiez, on sent bien même dans vos mots, même si vous l'avez pas longtemps connue. On sent qu'il y a cet amour pour elle. J'ai été même quand je lui ai changé sa tombe, parce qu'elle était vieille, la tombe elle était toute cassée, je lui ai changé, donc j'ai soulevé la dalle. C'était une bagarre au village pour soulever la dalle, pour voir à l'intérieur. J'avais besoin de ça. Et ils m'ont laissé. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que mon cerveau a bougé, quoi. Il y a cette maman que vous aimiez, il y a ce papa qui aurait pu être le refuge, au fond, qui aurait pu être l'équilibre, mais qui a fait des choses terribles et qui continue à les faire, si je vous entends bien. Et comment on se construit sans ces deux points qui sont quand même des références pour tout enfant? Je viens de trouver ma voie, quoi. Je crois que vous cherchez, c'est ce combat. Exactement. C'est ce combat contre les violences faites aux femmes. Oui. Je remercie les initiateurs de ce Grenelle qui ont pu déclencher tout ce mouvement, national. Vous cherchez en fait, une motivation, quelque chose qui puisse continuer à vous faire avancer, même si vous avez une femme, vous avez des enfants, vous nous l'avez dit. Voilà, oui. Mais vous cherchiez quelque chose qui puisse vous rattacher à ce passé. C'est l'élément déclencheur. Juste, Stéphanie Germani, docteur en psychologie, peut-être vous allez pouvoir répondre à cette question, mais comment on peut se construire quand on n'a plus sa maman et quand on a son papa qui a fait des choses aussi horribles? Alors déjà, il y a une première chose, et je trouve que vous l'évoquez très bien, c'est la levée du déni. C'est-à-dire que lorsque vous disiez, Jean-Marc, il a oublié, alors vous aussi, vous avez le sentiment d'avoir oublié, mais en réalité, c'est comme une crypte. Ça hante, ça reste dans la vie psychique, ça ne disparaît pas. C'est-à-dire que depuis toujours, il y avait à l'intérieur de vous cette grande question, cette énigme, avec des représentations, mais il n'y avait pas le lien. Donc pour commencer à se reconstruire, c'est l'importance déjà de faire du lien, de pouvoir mettre des mots, de pouvoir reconnaître les choses qui se sont produites dans notre passé. Donc déjà, vous avez... C'est ce qu'il a fait en 2012 quand il allait chercher le dossier, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que ça a été la première étape de reconstruction. La deuxième, vous évoquez que vous avez commencé à faire un travail avec un psychologue. Alors ça, c'est important. Et même là, ce que vous êtes en train de faire sur l'émission et les autres passages télé, la question de la parole, c'est un deuxième point pour la reconstruction. C'est-à-dire parler, pouvoir nommer, pouvoir se confronter à son histoire, pouvoir l'accueillir. C'est pas simple, évidemment, mais j'ai la bouche toute sèche, ouais. Mais oui, j'entends bien, mais c'est encore plus terrible lorsque l'on ne parle pas. Vous voyez, c'est-à-dire que des sujets peuvent malheureusement se suicider, peuvent faire des actes terribles parce que la parole a manqué, on n'a pas mis des mots sur les mots MAUX. Donc vous êtes en période de reconstruction et ce combat aussi, c'est le troisième élément, ça donne un sens à votre vie, ça vous permet de pouvoir continuer à avoir un lien avec votre mère, comme le disait Jean-Marc. Et ce combat aujourd'hui, on l'a dit, vous le portez à travers les violences faites aux femmes. Vous avez décidé de vous battre parce que vous le disiez également, en fait, vous êtes une victime, au fond, de ces violences faites aux femmes. Vous êtes l'enfant qui a assisté consciemment et inconsciemment à cette violence, et puis vous êtes l'enfant qui aujourd'hui souffre
de tout ça parce que votre mère est plus là, parce que votre père a fait quelque chose de terrible. Oui, en fait, une fois, j'ai dit à mon père, t'aurais dû nous exterminer sur le champ. Comme ça, j'étais vraiment en colère ce jour-là. Au lieu de qu'on vive ça, c'est terrible. Vous le portez, ce poids, aujourd'hui encore, vous le sentez? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est terrible. Mais je reviens à ce qui est au fait du jour que vous disiez tout à l'heure. Quand on voit des sujets comme ça sortir de prison. Vous parlez du premier sujet qu'on a abordé, voilà, sur cet homme qui a été libéré hier, condamné à 30 ans de prison. Voilà. On ne comprend pas, nous. Le 24 novembre, on était dehors à 150 000 personnes contre le féminicide. Et là, bon, je ne sais pas si c'est un coup pour dire au secours, la justice a besoin d'aide, quoi. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas comprendre. Mais on ne le comprend pas vu de l'extérieur, c'est pour ça qu'on en a parlé tout à l'heure, parce qu'on ne le comprend pas vu de l'extérieur. Il y a la loi, comme nous l'a expliqué Maître Arnaud Touati, mais il y a après le sentiment au fond de soi, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Et je tiens aussi à remercier l'UNFF, la nouvelle association qui s'occupe des familles de féminicides. Merci Rachid, en tout cas, d'être venu sur ce plateau. Peut-être que votre père vous entendra. Ben, j'espère. Peut-être qu'il aura le courage, parce que c'est un problème de courage aussi. Oui, je sens qu'il n'a pas le courage, oui. Il aura peut-être en vous voyant aujourd'hui. Tenez-nous au courant en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rachid d'être venu sur ce plateau. Merci.